Bonjour Madame Monique Delmotte, vous êtes donc roncoise. On est rue de Lille entre le centre et le Blanc-Four, pas très loin d'ailleurs des chiens guides aveugles et du centre technique municipal. Et c'est ici que vous avez vécu cette période douloureuse de la Seconde Guerre mondiale. Comment vous avez appris, comment vous avez vécu effectivement cette entrée en guerre? J'ai l'impression qu'on ne réalisait pas tellement les enfants. J'avais du chagrin parce que papa s'en allait. On avait été faire une photo chez Vanderzip à Tourcoing, la famille rassemblée parce qu'ils s'en allaient, qu'on ne savait pas comment ça allait tourner. Si on devait essayer les masques à gaz dans les écoles, qu'il y avait des mitrailleuses et des canons aussi devant, on a vu venir donc les Écossais, les Anglais. Les Écossais dansaient avec leurs petites jupes devant la maison. On a vu les Anglais qui partaient, tous les Belges et les gens d'Aluin qui évacuaient à pied, en vélo, en auto. Mais vraiment, ça a duré quelques jours et là, c'était l'affolement. Est-ce que vous-même, vous êtes parti lors de l'exode? Papa, à ce moment-là, était à Lille et il a été évacué à Rennes. Donc, il le téléphonait toujours chez Motte, où les parents de mes voisins étaient concierges. Et donc, il nous faisait aller chez Motte pour dire qu'on devait partir. Et maman avait déjà demandé aux Anglais si elle pouvait partir avec eux, ça avait été non. Si elle pouvait partir avec les employés de chez Laurent, les ouvriers de chez Laurent, c'était non aussi. Si bien qu'elle ne savait pas comment faire. Et un jour, on attendait avec un gros baluchon, parce que papa disait faut partir, faut partir. Un gros baluchon, mon petit frère, maman avait mon petit frère dans les bras. Et on attendait un tramway qui ne venait pas. J'ai un oncle qui est arrivé puis qui nous a repoussé à la maison en disant « Maman, t'es pas folle de partir une femme toute seule avec deux petits-enfants ?» Et puis non, nous ne sommes pas partis. On a vu arriver les Allemands. Et les premiers Allemands étaient même en voiture à chevaux. Et après, sont venus des camions. Et là, il n'y avait pas personne dans les rues parce qu'on avait peur. On avait peur, mais... C'était assez calme, malgré tout. Et après, ce qui a été terrible, c'est que pendant 3 jours et 3 nuits, les prisonniers défilaient à pied, les prisonniers français défilaient à pied, et maman se relayait avec son vieux papa. Ils sont restés là 3 jours et 3 nuits à la porte. C'était quand ça? C'était à quel moment? En 40. Oui. Pour voir si papa n'était pas dans les prisonniers. Et tous ces gens qui ont évacué là au début de la guerre, ça c'était poignant. Je me souviens qu'il y avait un petit enfant qui était sur le vélo de son papa, qui avait perdu son chocolat. J'ai couru après pour lui porter son chocolat, je ne l'ai pas rattrapé. Les parents écoutaient beaucoup la radio le soir, mais nous, on nous envoyait dormir. Donc, pendant la journée, on était à l'école, il y avait des bruits qui couraient. Il y a eu un premier débarquement. Et ça, je me souviens qu'il a raté. Et qu'on disait, c'est un essai qu'ils font sur les devantures des magasins, des cafés. Il y avait toujours les listes des soi-disant terroristes qui étaient fusillés. Et ça, je me souviens que je m'arrêtais à un café du Blanc-Four pour voir tous ces noms des gens qui allaient être tués, quoi. Et ça me faisait drôle. J'allais à l'école les derniers jours avant l'arrivée des Anglais. Et à l'école, il y avait des bombardements. Donc, la direction de l'école nous faisait traverser. J'allais à l'école rue de Douai à Tourcoing. Et la direction nous faisait traverser la rue pour aller se réfugier dans les... Il y avait d'immenses caves chez Mazurel. Il y avait l'usine Mazurel à l'époque en face. Et alors on allait là avoir nos cours et nous réfugier là. Et les derniers jours, ça allait tellement mal, on nous a renvoyés chez nous. Et je me souviens que j'étais rue Saint-Jacques, on entendait tirer, on entendait des déflagrations, on racontait qu'on bombardait le sapin vert. Et on a eu peut-être un des derniers tramways qui partait encore sur Aluin. Là, on n'en est pas large. Vous alliez à Tourcoing en tramway? Oui, les tramways qui étaient bondés, toujours bondés, surchargés, parce que les gens n'avaient pas d'autres moyens. La libération, à proprement parler, comment vous l'avez vécue? Eh bien, au début, il y avait une dame de la rue de Tourcoing qui confectionnait des drapeaux. Donc, tous les gens du quartier ici avaient été acheter des drapeaux. Donc, on avait mis les drapeaux aux fenêtres. Et puis des gens passaient, disaient « Attention, attention, les Allemands arrivent », on enlevait les drapeaux. Ensuite, on nous disait « Ah, ça y est, les Anglais arrivent, ils sont à tel endroit ». On ressortait les drapeaux et ainsi de suite. Je crois qu'on a fait un va-et-vient de drapeaux pendant quelques jours. Les derniers Allemands qui sont partis
Bon, il y en avait à pied. Donc, ils faisaient toutes les maisons du quartier pour trouver des vélos. Donc, mon voisin avait caché le sien dans sa cour, pas au fond du jardin. Mais le voisin qui était facteur, monsieur de Leplace, il avait donc caché son vélo dans la cour. Mais les Allemands sont passés par chez Salambier, qui était juste à côté. Et puis, ils ont vu le vélo, et puis ils ont embarqué le vélo. Et alors, ils tiraient en l'air en passant dans la rue. Et on m'a raconté qu'au centre de Roncq, il y avait eu des histoires avec les FFI. Et puis que, bon, justement, mon cousin me racontait qu'on avait tiré dans un café à la place de Roncq, un café qui n'existe plus maintenant, mais qui existait. Mais ça, moi, je ne l'ai pas vu, ça. Quand est-ce que vous avez vu les premières troupes britanniques? Ils sont arrivés en camion et... ils étaient au ralenti et puis on était dehors, on était là à crier vivat et tout ça. Et ils se sont arrêtés dans un champ qui était à côté de l'usine Mott et en face de l'ancienne usine Le Rang qui est maintenant Choc-Bonne. Et alors donc ils étaient là et bon, tout le quartier y a couru, alors on les embrassait, on les fêtait, tout ça. Et pendant quelques mois, ils stationnaient toujours le long de la rue de Lille, depuis la gare jusqu'à peu près ici à la déviation. Alors les enfants, ils nous laissaient monter dans leur camion, on les invitait chez nous, venaient prendre du café. Et je me souviens, il y avait des Polonais parmi eux. Et ces Polonais disaient, dès qu'on aura mis les boches d'or, eh bien on ira libérer la Pologne. C'était une joie indescriptible. Ah oui. Ah oui, et même ça durait longtemps cette joie, parce qu'il y avait des fêtes dans tous les cafés, il y avait des bals sans arrêt, pendant un certain temps il y a toujours eu des bals le samedi et dimanche. Nous étions très rationnés. Pendant la guerre, il fallait faire la queue pour avoir de ravitaillement. Et ça a continué un moment. La Belgique était plus vite, mais il y avait beaucoup de marchandises à cause de leur Congo belge. Donc nous allions frauder en Belgique, si on peut appeler ça comme ça, pour chercher du café, du savon noir. Et normalement, on n'avait pas le droit de passer la frontière, mais enfin, ça s'arrangeait quand même. Une grisaille morale, collective. J'ai l'impression qu'on avait un poids sur nous. On sentait, moi j'étais enfant, mais c'était pas une atmosphère légère comme maintenant, quoi. On se sentait jamais à l'abri. On avait toujours, pendant la guerre, il y avait toujours des alertes, voilà, pour avertir qu'il y avait des avions. Alors, de temps en temps, on entendait des bombardements, les canons qui tiraient sur les avions. Et il fallait, je vous dis, être calfeutré dans les maisons. Il y avait aussi un monsieur qui était un prisonnier évadé, qui était caché chez sa femme. Et bon, il avait trouvé une petite cachette, mais seulement les Allemands débarquaient sans arrêt chez lui pour essayer de le retrouver. Tout le quartier avait peur parce qu'on entendait les Allemands qui arrivaient, qui faisaient un tas de potins, qui cherchaient ce monsieur. Il y avait un abri tout au début de la guerre, des abris de la guerre 14, et un blocos ici dans la prairie en face. Oui. Alors à l'époque, il était plein d'eau, et les messieurs du quartier ont été le déblayer, et nous avons dormi une nuit dedans, tout le quartier. On a été dormir là sur des lattes en bois, ils avaient mis des sacs de couchage, et on a passé une nuit. La dernière nuit, avant l'arrivée des Allemands, et le lendemain, les Allemands étaient là. Enfin, les Allemands, on les a vus parce qu'ils avaient fait sauter le pont sur la Lys à Menin. Et ils avaient, avec un ballon dirigeable, ils observaient la route et on voyait ce ballon dirigeable d'ici. Et puis l'après-midi, ça c'était le matin, l'après-midi ils étaient là. Les dames qui avaient aimé d'un peu trop près les Allemands ont été ramassées chez elles, ont été tondues. Et elles étaient mises à la paderie. La paderie, c'était une usine désaffectée qui était, il y a une petite rangée là au Blanc-Four. C'était à peu près là en face. Et la population a été invitée à défiler devant elles. Et elles avaient mis un foulard sur leur tête et puis elles s'étaient rassemblées dans un coin, on se défilait là. Et lorsque adolescente, j'ai réalisé ce qu'on avait fait. J'ai reproché à mes parents d'avoir été les regarder, quoi, parce que je trouvais, bon, elles avaient fait ce qu'elles... C'était pas bien ce qu'elles avaient fait, mais... Je trouve que... Ça ne méritait pas ça, en tout cas. Non, ça ne méritait pas ça. En Normandie, c'était les Américains.
Mais nous, on a toujours dit les Anglais. Et donc, ils aimaient bien être pris en photo avec les enfants. Et il y avait mon petit voisin, Paul de Bourdu, et il avait été grimpé sur une moto anglaise, et puis il a eu sa photo sur la moto anglaise. Il était tout fier, évidemment. Puis maman m'avait demandé, va demander aux Anglais de te donner un peu de beurre. Je n'ai plus de beurre du tout pour cuisiner. Moi, je m'en vais, mais demander du beurre, mais j'avais beau dire butter, butter. Il y a un Anglais qui m'a donné une tartine en me disant « Vous avez si faim que cela ?» Et j'étais toute gênée d'avoir cette tartine. Je l'ai mangée, mais je dis à maman, tu sais aller de m'envoyer comme ça, je n'ai pas eu de beurre. Donc. Mon oncle était grand résistant. Oui. Il avait été, son fils était grand résistant. Oui. Et les Allemands étaient allés chez lui arrêter mon cousin. C'était Monsieur Baleine. Il a été emmené en camp de concentration, il est parti avec le dernier train de l'os au lieu de son fils. Un jour, quelques mois après la libération, on sonne à la porte, je vais ouvrir, et puis mon oncle qui pesait près de 100 kilos, il a pesé plus que 30. Donc bien sûr, nous étions tout heureux, on l'a accueilli et tout ça, on lui donnait un peu à manger. Et il voulait qu'on aille prévenir sa famille. Mais comme il était dans un état de faiblesse extrême, mon père est allé demander chez M. Coubronne, qui était torréfacteur, s'il pouvait venir le chercher, l'ont conduit chez lui. Les Coubronne, tout de suite, ils ont accepté et ils sont venus le chercher, ils l'ont conduit chez lui. Et ce que j'ai toujours admiré chez cet oncle, c'est que on avait créé un comité à Ronc pour jumeler avec les Allemands. Et on avait invité les Allemands à venir à un repas. Et on a invité mon oncle. Et mon oncle a dit, de moi-même, je n'irai pas. J'en ai trop vu, je n'irai pas. Mais pour que ça n'arrive jamais plus, ça peut contribuer de fût-ce que une infime partie, je vais aller. Et il est allé au repas. J'ai trouvé ça magnifique. Quand il est revenu, il n'a jamais voulu raconter ce qu'il avait subi. Il a dit c'est trop horrible. Mais il hurlait pendant la nuit, me disait ma tante. J'avais l'aînée de mes petites filles qui épousait un monsieur d'origine lorraine. Et donc je leur ai demandé s'ils connaissaient la marche lorraine. Personne ne la connaissait. Or, juste à la Libération, la radio serinait au moins 3 fois par jour la marche lorraine. Alors moi je la sais encore par cœur. Demandez ce que j'ai fait la semaine dernière, je serai capable de vous le dire, mais la marche lorraine, ça je la sais encore.